Merci d'être resté sur France 2. Merci de suivre l'émission pour tous. La suite. Et je vous demande d'accueillir sur notre plateau monsieur Alain Bauer, qui est professeur de criminologie, qui publie d'ailleurs Dernière nouvelle du crime. Je montre tout de suite son livre. À ses côtés, Pascal Poquelin, député socialiste de Seine-Saint-Denis. Et madame Christine Bocquet, qui est présidente déléguée de l'Union de la bijouterie horlogerie. Si nous vous avons invités tous les trois, c'est parce que nous allons aborder ensemble une nouvelle polémique à propos des statistiques policières qui seraient, je dis bien seraient, j'emploie le conditionnel, truquées. Un rapport a été remis hier au ministère de l'Intérieur indiquant que divers bidonnages administratifs ou comptables auraient été utilisés pendant plus d'une dizaine d'années pour diminuer artificiellement les chiffres de la délinquance, non seulement à Paris, mais même dans 3 départements de la Petite Couronne. 15 à 20 000 faits seraient passés à la trappe, ne serait-ce que pour les années 2011 et 2012. Je vais donc poser cette question à tout le monde, ici au public, mais aussi à vous, chers pensionnaires. Pensez-vous que ces dernières années, les chiffres de la délinquance ont été trafiqués? Oui ou non? Vous allez répondre à cette question et on va aussi tenter d'y répondre avec nos invités. Je me tourne d'abord, évidemment, vers le député socialiste ici présent, monsieur Poquelin, parce que vous êtes évidemment d'accord avec ce rapport qui a été remis hier. Et dévoilé, parce que ça c'est quand même une première, ce genre de rapport, on ne le dévoile pas toujours. Oui, mais je crois que c'est un secret pour personne, en tout cas tous ceux qui suivent ces questions savaient qu'on nous présentait des chiffres qui étaient bidonnés. Et que de différentes manières, parce qu'on a fait de ces chiffres de la délinquance un argument de vente politique pour expliquer qu'on est meilleur que d'autres pour régler les problèmes, eh bien, pour avoir la certitude de pouvoir faire la démonstration par les chiffres, et les chiffres étant des innocents qui peuvent tout avouer sous la torture, on a beaucoup tourmenté les chiffres au cours de la décennie précédente. Et c'est vrai que ça continue encore, parce qu'il y a des habitudes, malgré la volonté de transparence du ministre. Mais c'est aussi selon les délinquants, s'ils sont de gauche ou de droite, ils commettent plus de crimes ou pas, quoi. Ouais. Pour les sondages, ils se sentent impliqués par... Qu'est-ce que dit Gisèle? Ça fait peur que millions de gens sont comme ça manipulés, quoi. Manipulés, on est manipulés. Oui. Ah, il faut faire attention à ne pas être manipulé. Vous êtes député socialiste de la Seine-Saint-Denis, mais vous êtes aussi rapporteur de la mission d'information relative à la mesure statistique des délinquances et de leurs conséquences, je le précise quand même. Ce que, quand même, il est important de dire, c'est que ce rapport a été remis hier. Il concerne certes les années, j'ai envie de dire Sarkozy, c'est-à-dire du gouvernement précédent, mais même la première année de Manuel Valls au ministère de l'Intérieur. Je viens de le dire à l'instant. Ah, on est d'accord. Il y a eu une volonté claire, dès le mois de mai 2012, de dire qu'il faut faire la vérité sur ces chiffres, ce qui est courageux du reste. Parce que si on fait la vérité sur les chiffres, ça veut dire qu'ils augmentent. Ben oui. Mais il faut, comme vous l'avez dit, ne pas manipuler les gens. Et c'est le respect des citoyens que de leur donner la vérité des choses. Et de toute façon, ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on fait baisser la fièvre. Ça a l'air d'amuser M. Bauer. Pourquoi alors? Parce que ça fait pas 10 ans, ça fait à peu près 30 ans que cette situation est connue. Oui. Quand on a écrit le premier ouvrage sur la question, je vous ai mis une réédition sur votre bureau. Statistiques criminelles et enquêtes de victimation. Les statistiques policières sont partielles, parcellaires et partiales. Les frères Goncourt, qui n'était pas ministre de la Culture sur Sarkozy, expliquait que la statistique était la première des sciences inexactes. Et pour faire plus divertissement, et pour Christine Bravo, quelqu'un d'autre expliquait que les statistiques criminelles étaient comme les bicanis, elles ne cachaient que l'essentiel. Voilà, il n'y a aucune surprise. Moi que ça a compris la réponse. C'est vrai par contre que pour la première fois, un rapport officiel, d'abord est commandé. En général, surtout on ne demandait pas aux inspections d'aller regarder comment se tenaient les statistiques, et ensuite publié. Et c'est ça la vraie nouvelle. C'est pas le fait de confirmer ce que tout le monde savait, c'est que désormais, c'est la vérité officielle de l'État de dire qu'il truque les statistiques criminelles depuis une bonne trentaine d'années, depuis le moment où les statistiques servent d'abord aux promotions de carrière, ensuite à la communication, et enfin à la bonne gestion des primes qui sont offertes en fonction de l'efficacité ou pas de l'activité policière. Alors, on en viendra assez vite sur la façon dont les chiffres pouvaient être truqués ou pas. J'ai une réaction sur Twitter quand on voit comment ils comptent les manifestants par rapport aux organisateurs de manifs. On peut comprendre que les chiffres soient faussés. Je vous donne la parole dans un instant, chers pensionnaires, mais je veux faire parler Madame Christine Bocquet, parce qu'il y a les chiffres, c'est une chose, il y a ce qui se passe sur le terrain. Et vous, en tant que présidente déléguée de l'Union de la bijouterie horlogerie, j'imagine que vous êtes particulièrement concerné par ce qui se passe, parce qu'on entend, c'est vrai, ces dernières années, de plus en plus de bijouteries, horlogeries qui semblent être braquées, qui semblent être victimes de la délinquance. Or,
apparemment, les chiffres sont en baisse. Alors, vous avez une explication? Oui, alors nous, on a la particularité d'avoir des statistiques qui sont faites par un organisme spécialisé depuis plus de 15 ans, avec les services de police et de gendarmerie, qu'on contrôle puisqu'on a les remontées de nos adhérents. Et en effet, on a eu une remontée très forte des chiffres depuis 2006, un pic en 2011 terrible, puisqu'on était à plus d'un braquage par jour. Et une baisse depuis 2012. Donc il y a moins de braquages depuis 2012. On a moins de braquages. Par contre, ces braquages, et c'est là où c'est très problématique pour nos adhérents, sont de plus en plus violents. Et aujourd'hui, les braqueurs n'hésitent pas à rentrer dans les magasins, sortir une arme, casser et avant tout, d'abord faire peur. Est-ce que c'est pas dû au fait que les systèmes de sécurité étant de plus en plus sophistiqués, du coup les braqueurs qui arrivent sont de plus en plus courageux, téméraires et armés, quoi? Vous voulez dire qu'il faudrait les laisser rentrer plus facilement pour qu'ils soient moins violents? Je ne dirais pas ça, c'est qu'on a deux types de délinquance. On a une délinquance assez professionnelle qui s'attaque à des produits très haut de gamme. Et là, on a des professionnels. Et on a une délinquance qui est beaucoup moins professionnelle, qui avait été attirée par la hausse des cours de l'or. Et avec des jeunes, très jeunes, c'est un problème de formation, alors. C'est peut-être un problème de formation. Mais on forme nos bijoutiers. Le problème des statistiques, c'est qu'elles mentiront toujours dans la mesure où il y a eu une petite métamorphose qui s'est passée. C'est-à-dire que le quantitatif, finalement, il n'a pas énormément évolué depuis 30 ans. Qu'on triche ou pas, on arrive toujours à peu près au même état. Ce qui s'est passé, c'est que les commandos politiques des années 80, les groupes Action Directe, Brigade Rouge, etc., aujourd'hui existent, mais pour braquer. C'est-à-dire qu'en fait, les commandos militaires sont aujourd'hui des commandos non plus qui revendiquent des droits ou qui revendiquent des slogans politiques ou font des actions militaires, mais qui ont pris la place de ce qu'on appelait avant les bandits, les brigands. Et à la brigade de répression du banditisme, ils nous expliquent très bien ça, j'ai rencontré la directrice, qu'aujourd'hui, les groupes paramilitaires font des braquages et que les moyens technologiques sont beaucoup trop sophistiqués par rapport à ce qu'ils font, c'est-à-dire, devant tout le monde, ils braquent et ils se barrent. Il y a raison, M. Bauer. Alors, il a raison sur un point qui est que depuis 30 ans, on est entre 3 et 4 millions de faits et que ça ne change pas grand-chose. Il y a un élément, par contre, qui a beaucoup changé, c'est les agressions contre les personnes. On était à moins de 50 000 personnes victimes d'une agression de 1950 à 1970, moins de 100 000 de 1970 à 1994, et une explosion exponentielle des agressions physiques contre les personnes depuis cette période, puisqu'on est à plus de 500 000 par an. Ça, c'est un vrai changement, c'est-à-dire la violence. Et deuxièmement, vous avez raison sur les commandos. Alors, pas tellement parce qu'ils sont militarisés, ils le sont en partie organisés, mais surtout parce qu'ils sont industrialisés. Au lieu d'une agression ou d'une attaque par semaine, ils en font 5, 10 parfois par semaine, et donc cette industrialisation de l'activité criminelle a totalement changé le niveau de sensibilité chez les bijoutiers, moins chez les banquiers, plus dans les centres commerciaux. On sent bien les deux Christine, d'abord Christine Bravo et ensuite Christine Bocquet. Je voulais juste dire que moi je parlais de la délinquance ordinaire. Par exemple, j'habite au centre de Paris, tous ces jeunes qui agressent les touristes, qui les dépouillent, etc. Les flics même nous disent ça sert à rien d'aller déposer plainte parce que de toute façon on ne peut pas les garder plus de 3 jours, même pas quelques heures au commissariat, ils ressortent, ça ne sert à rien. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, de la part de la police, une dissuasion à aller... C'est-à-dire que ça ne rentre pas dans les chiffres, évidemment, il y a la délinquance qui n'est pas comptabilisée. Voilà. Alors, Monsieur Poplin. Je crois que la première chose, d'abord, c'est qu'effectivement, il faut que les gens puissent porter plainte. Et encore une fois, si on veut avoir une vision réelle de ce qui se passe, pas forcément pour exploiter des statistiques ou venir crier à la télévision ensuite « Oh, c'est horrible, ça augmente, c'est affreux, le ministre est incompétent ». Ce n'est pas le ministre lui-même qui commet ou qui ne commet pas les délits. Mais c'est aussi le moyen d'avoir derrière la politique. Les policiers nous découragent. Les policiers nous découragent. C'est la raison pour laquelle, par exemple, il y a été mis en place la pré-plainte en ligne qui permet maintenant, sur Internet, de commencer le processus de dépôt d'une plainte qui, par ailleurs, indépendamment du fait qu'on vous dissuade de la poser, parfois vous n'avez pas envie d'y aller parce que vous dites je vais y passer tout mon après-midi. Ça laisse une trace. Madame Bocquet. Oui, c'est pas le problème de la police parce que le problème c'est qu'en effet, ces jeunes qui sont arrêtés, et nous aussi on a ces jeunes, qu'est-ce qu'on en fait après? Le problème, c'est la justice, évidemment. C'est aussi c'est un peu la justice. Et quand M. Bauer parle d'industrialisation,
C'est vrai que si les chiffres ont baissé dans notre profession, c'est parce qu'on m'a bien indiqué qu'en fait, il y a beaucoup de bornes qui ont été arrêtées. Et à partir du moment où on arrête une borne, quand on est dans l'industrialisation, ben, on fait baisser forcément les chiffres. Regardez ce tweet, j'espère que non, les chiffres ne sont pas truqués car ils sont déjà assez effrayants, dit Nathalie. Je voudrais demander, avant de donner la parole à Louis Morin, demander les résultats sur le public et on ira voir aussi quelques spectateurs. Oui ou non, vous pensez que ces dernières années, les chiffres de la délinquance ont été trafiqués? Réponse. Alors, j'ai un nombre de oui, pardon monsieur, si vous pouviez, voilà, 88 oui contre 36 non, voilà. C'est quand même une large majorité de gens qui sont convaincus, bah oui, que les chiffres n'étaient pas les bons depuis plusieurs années. Marie, vous êtes levée, alors prenez la parole, un micro, et dites-moi pourquoi, Marie. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, sur le chemin, là, quand je suis venue, j'ai failli me faire violer 2 fois, on m'a volé mon portable, on m'a insulté. Donc si les chiffres baissent, je suis plutôt rassurée, c'est un peu comme le chômage, je me dis que je vais pas tarder à trouver un emploi. C'est cool. Non mais là, vous plaisantez, j'espère. Ouais, je plaisante un peu, mais bon, enfin, maintenant, j'ai plus confiance en personne, donc on verra bien. Plus confiance dans les chiffres, Ouais, en tout non. cas. Louis Morin. Non, le vrai problème autour de tout ça, c'est le problème des primes. J'ai appelé un commissaire tout à l'heure pour avoir des renseignements sur le sujet. Il m'a confirmé évidemment que les chiffres étaient bel et bien truqués et il m'a expliqué le système des primes pour les commissaires. En fin d'année, les commissaires touchent entre 15 et 35 000 euros par an, ce qui leur permet de gagner quasiment 50% de leur salaire en plus en fin d'année en fonction de leurs chiffres. Et donc ils sont incités à minimiser leurs chiffres par tous les moyens possibles. Et effectivement, comme le disait Christine Bravo tout à l'heure, en premier lieu, en désincitant les gens à aller porter plainte. Est-ce que vous ne pensez pas que la première chose à faire, c'est de remettre en cause ce système de primes? Alors, monsieur Bauer ou monsieur Poplin? Poplin. Moi, je pense que il faut regarder ce qu'on juge. Si on juge un commissaire au nombre de faits qui se sont produits sur son territoire, c'est exactement si on juge le ministre au nombre de faits qui se sont produits. Non, on va juger un commissaire comme un gouvernement sur l'action qui est menée et les résultats qui sont obtenus pour lutter contre la criminalité. Et en particulier quand Madame explique que les bijouteries, on a démantelé un certain nombre de réseaux qui existaient, c'est exact, mais on a aussi développé, de manière encore expérimentale, un certain nombre de techniques qui sont destinées à rendre inopérant ce type d'attaque. Alors, je suis obligé de donner la parole quand même au public. Jean-Michel s'est levé, il a répondu non. Et puis après, j'irai voir les deux Christophe qui se sont levés aussi. Un oui, un non, Jean-Michel. Effectivement, j'ai répondu non. Mais avec tous ces débats sur la délinquance, c'est vrai qu'on est de plus en plus stressé finalement. Il faudrait peut-être nous remettre des chansons d'Yannick Noah pour nous rassurer. Alors peut-être, mais regardez ce qu'on nous dit sur Twitter. Le manque d'emploi, ça c'est une bonne réflexion. Le manque d'emploi pour les jeunes ne serait pas en rapport avec les chiffres de la délinquance. Et évidemment, Christophe, vous avez répondu non, vous aussi, on vous donne un micro. Oui, j'ai répondu non. C'est assez difficile de répondre par oui ou par non, mais pour revenir sur vraiment les chiffres, les nombres, moi, ce qui m'inquiète, c'est la portée de ces chiffres et de ces nombres, parce que ça peut être dangereux. Alors, en effet, je pense qu'au niveau de la délinquance, je dis toujours qu'il y en a plus que l'on pense, mais moins par rapport à l'impression qu'on a. Et c'est comme l'histoire, en fait. Les dates, c'est important, mais le contexte est d'autant plus important. Très bonne réflexion. Christophe, lui, a répondu oui. C'est un autre Christophe. Il pense que ces dernières années, les chiffres ont été trafiqués. Oui, je pense que c'est un problème de comptage. C'est comme pour les chiffres du chômage. En fait, ça sert des intérêts politiques pour prouver que la délinquance a diminué. Et après, le problème des primes, comme vous disiez tout à l'heure, qui se met aussi, par exemple, sur les contraventions. On sait qu'ils touchent des primes selon le nombre de contraventions. Donc, forcément, inciter à en mettre plus. Donc, on augmente et on réduit tout le problème de conduite sur les routes. Bien sûr, en fait, ce que vous dites, c'est que les chiffres sont avant tout, et peut-être on pourrait terminer par ça, les chiffres sont avant tout politiques. C'est bien ça, monsieur Bauer? Ils sont beaucoup plus politiques que statistiques. C'est pour ça qu'on a inventé un outil qui, lui, n'est pas trucable, qui est l'enquête de victimation. C'est comme le recensement. Ça permet de demander aux victimes ce qu'elles ont subi et pas seulement à la police ce qu'elle a enregistré. L'enquête de victimation existe depuis 2003 et elle vous donne un état à peu près approché de la réalité de ce que les gens subissent. Un dernier mot, Madame Bocquet. Oui, je voudrais revenir sur ce que monsieur Poplin a dit. On développe aussi beaucoup de technologies, mais ces technologies, elles coûtent très cher à nos adhérents. Et je regrette, monsieur, que votre gouvernement n'ait pas accepté le crédit d'impôt que nous demandions et qu'il n'ait pas accepté non plus lors du vote de la loi du commerce de Madame Pinel la possibilité d'installer de la vidéo et de visualiser les extérieurs de nos boutiques. Vous laissez répondre monsieur Poplin quand oui, même. Très rapidement, parce que moi je suis favorable à ces dispositifs et j'ai même posé des questions écrites au gouvernement sur la question. Bon, après il faut trouver progressivement les réponses. Dès qu'on dit crédit d'impôt, on dit dépenses publiques et on est dans une période où les choses sont un petit peu compliquées en la matière. Mais je voudrais simplement dire une chose sur cette politisation. Je crois que la question des statistiques et d'une manière plus générale la question de la sécurité
société, on devrait arrêter d'en faire un enjeu de polémique politique. C'est un sujet suffisamment sérieux pour que tout le monde y travaille sans s'envoyer à la figure des laxistes, incompétents, etc. Je pense que c'est un enjeu républicain pour tous. Ce sera le mot de la fin, très sage. Restez avec nous car nous allons maintenant accueillir d'autres invités, sauf que cela, je ne vous dis pas qui c'est la règle. Et voici un autre, savez-vous qui c'est? Et je vous demande d'accueillir les deux garçons qui vont me rejoindre maintenant. Bonsoir, bienvenue. Et tout de suite, je demande au public de me dire si oui ou non vous savez qui sont ces deux garçons. Et vous aussi, chers pensionnaires, oui, Jérémy? Je pense que ce sont des coiffeurs. Non. Ils ne sont pas coiffeurs, non, pas du tout. En tout cas, ils y sont passés, c'est manifeste, pas chez le même. Mais oui ou non, vous savez qui c'est? Christine, vous avez une idée? Non, c'est vos vrais cheveux? Oui. Ce sont leurs vrais cheveux. Est-ce qu'on a le droit de ne pas vouloir savoir qui c'est? Tu as tous les droits. Vous avez le droit, vous pourrez poser des questions. Louis Morin, vous avez une idée? Ce sont des chanteurs, non? Ah, des chanteurs, peut-être. On va voir si dans le public on sait. Oui ou non, vous savez qui sont ces deux jeunes hommes. Ok. Allons-y, résultat. Il y a beaucoup de bleus. 46, oui, quand déjà. même. Ah non, mais c'est quand même pas mal. Bravo, parce que je vais demander tout de suite, d'ailleurs, parce qu'en fait, vous n'êtes pas deux, vous êtes trois, c'est bien ça. Je vais demander au troisième larron de vous rejoindre et je vais donner la parole à des oui dans le public. Regardez, Paulette, elle est toute contente. Oh, Jennifer aussi. On va donner un micro à Jennifer pendant... Il est où votre troisième complice? Il est où le troisième? Alors, le voilà, le troisième. Jennifer, alors. Écoutez, je pense, si ma mémoire ne me fait pas défaut, je pense que vous allez nous représenter pour le concours de l'Eurovision. Oh la vache. Et vous allez représenter la France. Oh la vache. On est mal barrés. Bravo, Jennifer. Bravo, Jennifer. Eh oui. Les Twin Twin. Vous saviez qu'ils s'appelaient les Twin Twin? Comment? Vous saviez qu'ils s'appelaient les Twin Twin? Oui, parce que vous savez comment que je vous ai vu. Ouais. C'est en allant, avant d'aller travailler, je vais à la salle de sport. Je m'entraîne, je fais C'est une bien, heure de Jennifer. sport tous les matins. Et après, on peut connaître votre journée en entier, Jennifer? Sur W9. Non, mais écoutez-moi, Non, écoutez-la. sur W9. Vous avez tous les pubs vas-y. qui passent. Puis à un moment donné, vous avez une petite pub pour l'Eurovision. Super. Voilà. Eh ben bravo, Jennifer. C'était important de le dire avant d'aller au sport. Et comment s'appelle votre chanson, les garçons? Ça s'appelle Moustache. La chanson s'appelle Moustache. Vous allez représenter la France à l'Eurovision. Ça se passe où? Ça se passe à Copenhague. Vous êtes déjà allé là-bas? Non, on n'a jamais été, mais on a beaucoup d'amis suédois, donc ils nous racontent un peu. Ça a l'air pas génial. loin, c'est le Danemark. Si on a le temps. Moi, j'avais une toute petite question. Oui, j'ai Titoff. entendu votre morceau, j'ai vu le clip. Il y a un petit air avec Jordi, c'est volontaire ou c'est pas volontaire? C'est un petit clin d'œil volontaire, ou pas? mais- Non, c'est même pas un clin d'œil. Non, c'est parce qu'on voulait, fais pas on ça. voulait quelque chose de gimmick pour que les étrangers puissent, malgré que ce soit en français, on voulait pas chanter en anglais, représenter la France avec un morceau en Malgré que français. ce soit en français. Pardon? Bien que, on dit. Mais vous allez vous habiller quand même. Oui, vous inquiétez pas. On va prendre exemple sur vous. Regardez Renaud sur Twitter qui nous dit c'est ceux qui vont encore nous faire perdre à l'Eurovision. C'est qu'ils gagnent, c'est toujours des gens qui ont des looks quand même assez extravagants. Rappelez-vous les Danois qui étaient habillés avec des cornes et tout. C'est quand même des gens qui ont C'était les Ukrainiens, c'était pas des Danois. Ah bah oui, c'est pareil. Mais ils ont leur chance. Oui, C'est pareil. La rumeur dit qu'on envoie des gens dont on sait qu'ils vont perdre pour pas avoir à l'organiser l'année d'après. Il faut jamais écouter les rumeurs. De toute façon, vous existiez avant l'Eurovision. On existe depuis 2010. Depuis 4 ans, on existe. 4 ans, des tas de concerts, des tas de premières parties. 250 de concerts en 2 ans. Chaka Catherine Ringer, Philippe Catherine, Nina Hagen, enfin j'en passe. On écoute quand même un extrait de votre chanson, écoutons. Gisèle, ça va. Vous avez déjà 12 points du Brésil. Annie Lemoine. Vous voyez, Est-ce que vous versez des droits à Cyril Hanouna? non, mais en tout cas, ce qu'on voulait dire, c'est que le Brésil, et ça montre aussi l'esprit des internationaux, contrairement à la France, parfois,
Dans d'autres pays, les gens sont beaucoup plus positifs et soutiennent et s'amusent et ont un côté beaucoup plus fun. En Colombie, on a fait une tournée là-bas et en Amérique latine, c'est vraiment très chaud. Bon, on va vous souhaiter de gagner pour la France. Vous connaissez la date? Oui, c'est le 10 mai à Copenhague. Le 10 mai à Copenhague, faudra évidemment encourager les Twin. C'est vrai qu'on vous a comparé un peu à Jordi, on vous a comparé à Stromae, mais après tout, Stromae, c'est une bonne référence. On est très contents. Même si vous chantiez déjà cette chanson avant que l'album de Stromae ne sorte. D'ailleurs, on a tourné avec lui aussi, on a fait des dates avec lui. Vous avez fait la première partie de Stromae? C'est déjà arrivé. En tout cas, bravo à vous. On encourage les Twin. Bonne chance pour l'Eurovision. Nous, on se retrouve évidemment demain soir à 18h30 pour l'émission Pour tous. Restez avec nous, les Twin. Dans un instant, le JT de David Pujadas.